Peut-être simplement un mot de présentation. Donc, moi, je suis Simon Lorcy de la société KPMG et donc j'interviens sur ce webinaire euh, dont le sujet sera le dialogue avec l'intelligence artificielle générative, ce qu'on appelle plus prosaïquement prompter. Et j'anime plus spécifiquement ce webinaire, alors évidemment dans le cadre du mois de l'innovation publique, mais aussi et surtout car nous intervenons aujourd'hui dans le cadre d'un groupement composé de confrères de TNP et du cabinet d'avocats INLO auprès de la région sur la conception justement quelque chose de tout à fait lié puisqu'il s'agit de leur stratégie, de la stratégie régionale de la donnée et de l'intelligence artificielle. Ces quelques propos introductifs étant faits, notre webinaire du jour va donc poser sur ce qu'on appelle les bases de la discussion avec l'intelligence artificielle générative. On va essayer de faire une courte introduction pour resituer d'où on part et ce que c'est, et puis vraiment essayer d'aller dans du pratico-pratique, vous le verrez, avec différents tests, avec plusieurs intelligences artificielles génératives, et voir un peu ce que cela peut aider à faire. Alors, pour commencer, déjà, l'IA en tant que telle, et puis ensuite l'IA générative, on considère que c'est une sorte de rupture technologique. Dans les faits, l'intelligence artificielle représente une vaste gamme d'outils algorithmiques qui peuvent reproduire un certain nombre de comportements humains de différentes natures par le biais de systèmes informatiques et puis ensuite par le biais plus ou moins abouti d'usage de différentes technologies associées à l'informatique, des réseaux neuronaux, des modèles de langage, du deep learning ou du machine learning, comme on dit, etc., etc. On est aujourd'hui dans une dimension où on est à l'orée d'un usage beaucoup plus poussé de ce qu'on appelle les IA faibles et ou modérés, qui sont des systèmes très concrètement, capable d'exécuter un certain nombre de tâches complexes. Ça va de choses dont on entend parler dans les médias, voire de pratiques que l'on a déjà sur des applications que l'on peut avoir dans nos téléphones, ça et là, hein, ne serait-ce qu'un algorithme typique de recherche d'itinéraires sur nos véhicules, etc., etc. On n'en est pas encore à l'orée des IA fortes, c'est-à-dire dotées d'une forme de conscience autonome, mais en tout cas, on essaye d'approcher de plus en plus des modèles permettant de reproduire un certain nombre de comportements. Je rappelle simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, que l'ensemble de ces éléments-là ont quand même fait l'objet de nombreux débats réglementaires et à l'échelle européenne qui ont abouti en mai dernier à ce qu'on appelle l'IA Act, qui vient encadrer aussi l'ensemble des usages prévus sur tout un tas de systèmes associés à ce développement de l'intelligence artificielle, qui plus est de l'intelligence artificielle générative. Bon, l'IA générative a un peu créé une sorte d'effet waouh depuis maintenant 18 mois, 24 mois. Vous avez ici deux prises de parole plus ou moins récentes, hein, qui ont un peu moins d'un an. Alors, d'une part, d'Elon Musk, alors bon, l'actualité récente fait que ce n'est pas forcément le meilleur personnage en l'état. Toujours est-il que lui considère que l'IA générative est l'outil de créativité le plus puissant qui ait jamais été créé. À la limite, ce qui est intéressant dans sa citation, c'est la notion de créativité. On le verra parce que l'IA générative, et donc dialoguer avec ces moteurs-là, eh bien, en fait, ça ne va pas automatiser un certain nombre de tâches. En gros, c'est à peu près comme demander quelque chose à quelqu'un. En fonction de la manière dont on le demande, on a une réponse plus ou moins différente. Donc, la notion de créativité, on va la retrouver comme étant un des points importants. Deuxièmement, parce qu'il ne faut pas non plus je vais dire, succomber à l'espèce d'effet magique que cela peut entraîner, hein, c'est le premier objet de la citation, c'est qu'en fait, toutes les révolutions technologiques n'engagent pas une forme de révolution de l'emploi ou de destruction créatrice, si on veut prendre des parallèles chez Schumpeter, etc., etc. Dans les faits, l'IA générative, aujourd'hui, quand vous écoutez Sam Altman, qui est quand même un personnage important, puisque c'est actuellement le directeur général d'OpenAI, un des modèles, en tout cas une des entreprises qui publie un des modèles qui a généré beaucoup justement de dynamisation du recours à ces intelligences-là, à savoir ChatGPT, eh bien, lui dit, OK, ça va améliorer plein de choses, mais ça ne va pas forcément remplacer des fonctions. En d'autres termes, il considère plutôt des modèles de langage comme ChatGPT
comme son propre modèle de langage, comme étant vraiment un outil. Donc, j'y reviens. D'un côté, on a l'effet waouh, ça va doper une forme de créativité, terme créativité très important. Puis de l'autre, alors même qu'on est quelqu'un qui a les mains dans le cambouis du modèle, pour ainsi dire, ou en tout cas de l'un des modèles, eh bien, faites attention, certes, ça va nous apporter plein de choses, mais ça ne reste qu'un outil parmi tant d'autres. Et de toute façon, il faut veiller à une forme de contrôle dans la manière dont on va l'utiliser. Donc, c'est bien une rupture, mais il faut peut-être un petit peu la nuancer. L'IA générative, comment ça marche? En fait, c'est un modèle de langage, ce qu'on appelle un LLM dans les acronymes, qui s'entraîne sur une grande base de données. Quand on dit données, pour être tout à fait clair, ce n'est pas que des données au sens quantitatif, ou des chiffres, c'est des données au sens octet. Donc, ça veut dire que ça peut être de l'information, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être des liens, ça peut être tout un tas de choses. C'est un modèle de langage qui va entraîner un certain nombre de questionnements sur des bases gigantesques de données. Et de là, en fait, il reproduit un certain nombre d'analyses qu'on lui demande de produire. En d'autres termes, le modèle d'IA classique générative, c'est une interface de discussion qui va nous permettre de faire produire quelque chose pour notre compte. C'est un passage, en fait, d'un point de vue technique, d'algorithmes de traitement statistique récurrents, en gros, pour faire court et schématiser un peu les choses, une sorte d'enchaînement de formules Excel, à une forme de fenêtre sur un environnement général qui va lui-même superviser ses propres corrélations. C'est des technologies qui commencent à être matures de manière assez poussée dans les modèles de langage, mais qui existaient déjà auparavant. Donc ça, c'est vraiment juste pour appréhender. J'ai vraiment fait une sorte de vernis. Hein, c'est beaucoup plus précis si on voudrait rentrer dans le détail, mais ça donne matière à voir. Quand on dit ça, c'est du coup intéressant d'avoir un peu l'interface ou l'espèce de logique comparative. Une IA générative, c'est une feuille blanche. C'est donc à un moment donné une barre dans laquelle on va pouvoir inscrire, écrire, formuler un certain nombre de choses pour obtenir un résultat. Le meilleur comparatif que l'on ait un peu en stock avec un historique assez récent, c'est la logique du moteur de recherche. Un moteur de recherche, on lui pose globalement une question, il va nous sortir tout un tas de références, sorte un peu d'index bibliographique, sur la base duquel on va nous-mêmes produire un certain nombre de clics pour aller voir des informations, les agréger et produire nous-mêmes une forme de synthèse. En d'autres termes, un moteur de recherche, qui est déjà une fenêtre avec la possibilité d'une forme de dialogue, eh bien, c'est une logique d'archivage un peu plus poussée, encore une fois, avec de l'indexation et du classement. Ça obéit ici aussi avec des algorithmes de tri. Mais concrètement, la réponse que le moteur nous apporte, c'est un croisement d'informations par pertinence sur la base de mots-clés eux-mêmes indexés. Alors après, tout ça, c'est un peu perfectionné. On a la possibilité d'optimiser des recherches. Par exemple, si vous mettez des guillemets, si vous mettez des no-scores, etc., ça vous permet d'affiner, voire d'aller chercher un petit peu plus loin ou de gratter dans les couches, entre guillemets, d'Internet. Mais ça reste quelque part une forme d'appréhension d'un champ d'information, d'un champ de données relativement statique. Le switch que nous apporte l'IA générative, c'est que, à peu de choses près, avec une interface similaire, on va passer d'une logique de moteur de recherche à une logique de moteur de production. En d'autres termes, en formulant la même demande, le moteur, l'interface, la fenêtre applicative que j'aurai devant moi, va me proposer un contenu basé sur les sources que le moteur de recherche m'aurait proposées naturellement. Mais en tout cas, cette interface-là va quelque part digérer un certain nombre d'informations, faire de la synthèse, faire du recoupement, etc., fondé sur les paramètres de recherche, paramètres de questionnement tout simplement, que moi-même, en tant qu'utilisateur, j'aurais apporté. Après, attention, ça ne veut pas dire que c'est juste. Ça va faire partie aussi des éléments que nous verrons au cours de l'heure et demie que nous avons ensemble. En d'autres termes, là où avant, j'avais une forme d'accès à une information brute, une information à retraiter, eh bien maintenant, j'ai accès à une forme de première digestion, de premier retraitement, et mon rôle peut être assimilé
davantage à celui d'une forme de vérification. Évidemment, en fonction de la granularité de la manière de formuler ma requête, de traiter de mon questionnement, je n'aurai pas nécessairement la même qualité de réponse. Et c'est là tout l'objet de ce que l'on appelle l'art du prompt. Des plateformes d'IA générative, on va en utiliser quelques-unes cet après-midi, mais il y en a une pluralité. Il y en a qui ont été conçues pour être spécialisées, pour générer des vidéos, par exemple, pour générer des images, pour générer du code ou de la voix et pourquoi pas également traduire. À titre d'illustration, et c'est presque une anecdote, mais c'est intéressant, lors de la grève des scénaristes d'Hollywood, il y a un an à peu près, puisque ça remonte à octobre 2023, un des grands sujets de préoccupation du monde des scénaristes et des acteurs d'Hollywood était que par IA générative, des acteurs décédés puissent retrouver une nouvelle vie dans des productions. Donc ça, par exemple, il fallait absolument le cadrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au travers de ce type de modèle, eh bien, on peut générer des choses qui préexistaient. Les plus connues aujourd'hui, c'est celles qui ont eu la plus grande publicité au sens premier du terme vis-à-vis du grand public. ChatGPT, avec ses différentes versions et ses différentes montées de gamme. Google Bard, par exemple. Copilot, qui, c'est assez intéressant, si vous vous rappelez le début de mon introduction, si je reprends les propos de Sam Altman, l'IA générative est un outil, et vous le voyez, Microsoft a intitulé le complément à sa suite logicielle basée sur une IA générative, Copilot. C'est-à-dire que ça ne remplace personne, c'est un quelque chose, c'est un assistant de quelque chose. Donc on voit bien aussi, même dans la sémantique, il peut y avoir des choses assez intéressantes à déceler dans la manière dont ces IA ont été appelées. Et puis vous avez Mistral également, qui est assez connu à l'échelle nationale. Donc ça nous donne un peu un horizon d'ensemble. En d'autres termes, l'IA a une sorte d'effet magique, va agir ou va nous aider à formuler différentes choses. Premier point de comparaison qu'on peut avoir, c'est la logique de recherche Internet qui maintenant, c'est quand même très largement ancré dans l'ensemble de nos pratiques. Et maintenant arrive la question d'apprendre à dialoguer. Donc, pour apprendre à dialoguer, pour bien utiliser un moteur de production, si on veut essayer un peu de se le dire autrement, eh bien, on prompte. Prompter, c'est un terme anglais à la base qui désigne tout simplement la passation d'une commande. To prompt quelque chose, c'est bien désigner la formulation d'un ordre à passer. C'est le terme consacré, alors qui maintenant a été un peu dérivé. Vous avez déjà dans un certain nombre de grandes organisations des prompts ingénieurs, donc des prompts engineers en anglais, et vous avez même maintenant des bibliothèques de prompts, c'est-à-dire ni plus ni moins que des grands documents dans lesquels vous avez plein de formulations, entre guillemets, qui vous permettent quasiment automatiquement d'aller passer un certain nombre de commandes. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont on va s'adresser à, j'aime bien l'image, une forme d'interlocuteur numérique, parce que contrairement au moteur de recherche qui nous sort tout un tas de choses, en fait, le modèle d'IA génératif qu'on a en face de nous, eh bien, il va nous répondre. Donc, quelque part, on a bien une interaction, d'où le terme d'interlocuteur numérique, mais en tout cas, on va bien lui demander d'exécuter quelque chose. La formulation qu'on va employer, le contenu de ce que je vais demander à mon interlocuteur numérique, va déterminer la capacité du fameux moteur de production, de ce fameux interlocuteur numérique, à me donner ce que je veux. En d'autres termes, et ça c'est un élément de synthèse extrêmement important, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il peut y avoir que des mauvaises questions. Cet adage, il est un peu amusant quand on le dit comme ça, mais en vérité, il détermine la qualité de ce que l'on va apporter justement, de ce que l'on va donner entre guillemets à manger à cet interlocuteur numérique pour qu'il puisse nous répondre. Attention, quand je dis qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, qu'il n'y a de mauvaises questions, ça ne veut pas dire que les informations que notre interlocuteur numérique va nous donner sont justes au sens vérité vraie du terme. Il peut y avoir des biais. Je referme le terme biais à ce stade, on le reverra. Toujours est-il que il peut y avoir des erreurs dans un certain nombre d'éléments qui vous sont fournis. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests, mais c'est assez intéressant. Avant de procéder justement à peut-être une mise en perspective de cet ensemble, vous voyez là à l'écran deux illustrations.
Ça, c'est l'interface, on va l'essayer dans un instant, de ChatGPT. Quand on demande à ChatGPT, quand on lui formule justement la consigne « explique-moi ce qu'est un prompt », vous le voyez, il vous sort, hein, c'est le… Hop, je vais prendre mon pointeur laser. Vous le voyez, il sort une réponse assez circonstanciée dans laquelle il revient sur une forme de définition, il image un petit peu les choses, il donne des exemples. Bon, c'est intéressant, mais c'est finalement assez généraliste. Après, tout dépend de ce qu'on a envie de lui faire faire. Si j'ai juste envie de savoir un peu, pour le dire ainsi, consulter une forme de page Wikipédia ou de page d'une encyclopédie me permettant de disposer d'une information, enfin d'une définition immédiate, j'ai envie de dire, explique-moi ce qu'est un prompt est largement suffisant. Ça me permet d'avoir une réponse. Pour autant, ce n'est pas forcément ça que derrière, je vais aller utiliser quand on dit que ce type de modèle peut renforcer, peut développer, peut me faire gagner du temps, entre guillemets, sur un certain nombre de tâches. On y reviendra. À l'inverse, vous le voyez, j'ai essayé de lui dire, explique-moi plutôt ce qu'est un prompt dans le cadre d'un webinaire comme celui qu'on a. Alors, on est bien plus que 50. Toujours est-il que l'objet, c'est plutôt de se dire, explique-moi ce que c'est en étant pédagogique, synthétique, et peut-être donner une image particulière pour qu'on soit tous en capacité de comprendre. Bien, vous le voyez, en fait, déjà, il me réduit drastiquement sa réponse. Son approche initiale est simplifiée. J'ai l'image, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais du client chez le boulanger qui n'obtient pas la même chose en fonction de s'il demande une baguette ou un croissant. Toujours est-il qu'il est rentré au même endroit. En d'autres termes, il a le même interlocuteur, cette fois pas numérique, bien physique. Toujours est-il que la réponse changera en fonction de ce qu'il demande. Donc j'y reviens. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a juste à un moment donné une question qui a bougé. Donc vous le voyez, sur le même sujet, en l'occurrence une question qui est éminemment liée à notre échange du jour, eh bien, qu'est-ce qu'un prompt? Ne serait-ce qu'avec deux formulations différentes, nous n'obtenons pas tout à fait le même résultat, quand bien même la finalité est similaire. Alors, partant de là, c'est sûr que dialoguer avec une intelligence artificielle, on peut se dire, finalement, c'est comme si je discute avec un collègue n'existant pas, certes, ou une collègue n'existant pas, certes, mais en fait, finalement, je m'adresse à quelqu'un. Donc, fondamentalement, je vois à peu près ce que je fais quand j'essaye de formuler quelque chose à destination de quelqu'un, que ce soit par mail, que ce soit par oral, etc., etc. Néanmoins, les études le montrent, vous avez pas mal de structures qui se sont intéressées à la manière dont on dialogue. Je ne sais pas si vous prenez quelques instants pour réfléchir aussi à la manière dont vous écrivez dans un moteur de recherche, vous verrez qu'assez naturellement, vous avez tendance à être plus directif quand on vous adressez à une machine impersonnelle. Alors, il ne s'agit pas de dire s'il vous plaît ou merci, enfin, à la limite, on pourrait le faire. C'est assez amusant parfois d'avoir des retours en mettant des formules de politesse. Toujours est-il qu'il y a quand même un cercle vertueux pour bien prompter. Il faut être clair et précis dans ce que l'on souhaite. Ça, c'est le premier paramètre. Il faut éventuellement le contextualiser, puis donner une matière complémentaire en lui disant qui je suis et qu'est-ce que j'attends comme réponse. Peut-être projeter également la question dans un environnement plus large. Pourquoi je pose cette question et quels sont les paramètres que je souhaite prendre en compte dans l'analyse? Est-ce que j'en attends une forme spécifique, par exemple des métaphores, une correspondance avec des images, des illustrations spécifiques? Et il est fort probable que le premier résultat que je vais avoir, ça va forcément me surprendre. Enfin, ça fait un moment que j'utilise un petit peu ce genre d'outils. Je suis toujours, à titre purement personnel, ébahi par ce que ça génère en première instance. Maintenant, en vérité, quand vous le relisez une fois, deux fois, vous dites « Ah, ouais, je ne suis pas encore arrivé au bout. » Et puis hop, je recommence mon circuit. Donc, quelque part, il faut bien avoir à l'esprit que donner une consigne une fois, ça pourrait très bien marcher, ça serait fabuleux. Dans les faits, il est fort possible que dans votre fil de conversation avec cette intelligence artificielle générative, vous ayez plusieurs échanges, plusieurs enrichissements. Vous puissiez même dire non, là je ne suis pas d'accord, il faudrait aller chercher différemment, étayer les sources et ainsi de suite. Au fond, il n'y a pas un bon prompt, il y a de multiples bons prompts et un enrichissement.
c'est d'autant plus vrai que si vous voulez, à chaque fois que vous aurez une fenêtre d'ouverte avec un moteur génératif, eh bien, à chaque fois que vous produirez un prompt supplémentaire dans la même discussion, le modèle que vous avez en face de vous, eh bien, il s'alimentera. Il s'entraînera toujours plus par rapport justement à ce que vous lui demandez et il en retirera des informations. Les 4 paramètres essentiels, c'est donc l'objectif, formulation claire du but, et derrière les objectifs pour déterminer la structure de réponse. On va faire des exemples dans un instant. Le contexte, hein, information que je fournis moi-même pour étayer la réponse que je voudrais avoir, des exemples le cas échéant. Et puis, pour prendre cette fois une analogie avec plutôt l'apprentissage de la langue, tout un tas de compléments circonstanciels, les fameuses spécificités qui feront que justement, j'aurai l'enrichissement attendu. Vous avez là différentes méthodes. Les 4 paramètres, vous voyez, OCES, c'est une méthode. Une autre, c'est CFTS, cadre. Quand on dit cadre, c'est la rubrique où en fait ma première phrase à destination de la machine va être agis comme si tu étais. Agis comme si tu étais, j'en sais rien, chercheur en sciences sociales. Ou alors, peut-être démarrer par une tâche. Réalise un tableau avec tel ou tel type de colonne et tel ou tel type de ligne. Ou alors, je commence même par mon produit de sortie. Je voudrais une image X, Y, Z. Ensuite, dans le format, je peux donner une forme de ce qu'on appelle la température de production, ou un peu la météo, l'indication de style que je voudrais avoir. Soit clair et concis, privilégie une réponse succincte mais étayée, peut avoir plein de formulations. Soit très détaillé, j'apprécie particulièrement les phrases circonstanciées. Profondeur, rentre dans les détails, etc., etc. On peut essayer d'aller faire rechercher des sources particulières. Attention, ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est toujours utile de regarder. La tonalité. Si jamais, en fait, on demande une assistance pour rédiger quelque chose qu'on aurait vocation à intégrer ailleurs, alors la notion de style a aussi une place. Est-ce que je veux, est-ce que je demande par exemple la rédaction d'un courriel extrêmement rigoureux, très procédurier sur un cadre administratif poussé? Est-ce qu'au contraire, je veux pouvoir disposer d'une tonalité plus amusée, engageant un ton amical, etc., etc. Là-dessus, c'est assez intéressant parce que cette dimension de tonalité, vous pouvez aussi personnaliser en donnant des indications sur qui vous êtes à votre interlocuteur numérique et il ira vous chercher tout un tas de documents que vous avez potentiellement produits. Ça marche notamment pour les IA génératives qui tournent sur vos données, mais ça, on y reviendra dans un second temps. Et elles peuvent vous aider justement à imiter, pas toujours réussi, mais c'est assez amusant, imiter aussi les styles, le style classique que vous avez. La spécificité, ça c'est un peu la notion de format final, hein, pas format au sens du contenu, mais bien format au sens de la structure du document final. Je voudrais un discours, je voudrais une note, je voudrais quelque chose. Vous pouvez même demander, alors, ça ne va pas vous sortir par exemple un PowerPoint, ça ne va pas vous sortir un support. Par contre, si vous demandez une formulation en bullet points dans un format de typographie X avec une taille Y, il n'y a pas de souci. Ça pourra vous l'intégrer. Donc vous le voyez, en fait, on a plusieurs méthodes. Toujours est-il que quelle que soit la formulation, que ce soit dans la logique que j'évoquais précédemment, O, objectif, C, contexte, E, exemple, S, spécificité, ou cadre, format, tonalité, spécificité, en fait, on retrouve à peu près toujours les mêmes paradigmes de discussion et d'échange avec la machine. Alors, j'imagine que tout ça est quand même donne envie d'essayer. Donc, pour l'anecdote, hein, l'image que vous avez à l'écran, le work in progress, c'est une image générée par l'intelligence artificielle. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est de sortir du document. Donc, il va y avoir un petit temps de latence de quelques secondes, le temps de passer des écrans A aux écrans B, et ainsi de suite, mais qu'on puisse tester, en fait, fondamentalement. Hop. Alors.
Voilà. Là, vous avez en principe, je vais simplement demander à Thomas qu'il me confirme que l'écran affiché est bien celui de Oui, Mistral. tout à fait. Je confirme, c'est bon. Merci beaucoup, Thomas. Et donc, comme je vous le disais, hein, fondamentalement, c'est un peu comme une page Google, pour ne pas nommer un moteur de recherche bien connu, mais en fin de compte, j'ai littéralement une page blanche devant moi et je peux poser n'importe quelle question. Donc, vraiment, on va tester, hein, par exemple, me décrire la dynamique démographique d'un territoire. Alors, je n'ai pas de particularité à mon niveau, mais la dynamique La démographique Bourgogne-Franche-Comté? de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je peux lui demander comme ça. Ce que je vous propose, là, on est vraiment sur un compte de premier niveau. En gros, je lui demande finalement comme finalité une information, une dynamique démographique d'une zone particulière avec comme élément de spécificité une ligne temporelle. On va voir ce qu'il nous dit. Vous le voyez, au fond, j'ai déjà, alors ça, peut-être pour celles et ceux qui éventuellement avaient fait des tests ou avaient cherché à utiliser ce type d'outil il y a encore, allez, 8-10 mois, vous n'aviez pas forcément cette forme de classification par chapitrage. Vous aviez souvent des blocs de texte assez denses. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait une logique un peu d'ensemble. Évidemment, il me répond d'abord par la croissance démographique. Quand on parle de démographie, forcément, on s'intéresse à la structure de la population. Il est certainement allé chercher les logiques de présentation de l'INSEE, donc il nous regarde un peu comment s'effectuent les dynamiques de migration, puisqu'elles contribuent justement à la déprise ou au phénomène de croissance démographique. Et derrière, quelles sont les incidences en matière d'économie, d'emploi, d'urbanisation, de politique publique, etc., etc. Mais vous voyez, ça reste quand même de premier niveau. C'est-à-dire qu'au fond, bon, ça m'a permis de gagner du temps pour avoir un panorama d'ensemble. Pour autant, ce n'est pas forcément le plus détaillé. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller un cran plus loin. Voilà. Et une dernière pour le plaisir, c'est euh, voilà. Là, vous voyez, j'ai davantage circonstancié. J'ai commencé un peu en reprenant l'une des méthodes que je vous évoquais, à savoir le volet produit de sortie. J'ai demandé un tableau récapitulatif en précisant quand même le format de ce que je souhaitais. Pendant qu'il travaille, je vais rester sur la consigne. Mais ce que je voulais, c'est vraiment avoir quelque chose de facile à lire. En d'autres termes, quand on lit un tableau, généralement, on lit de la gauche vers la droite et pas du haut vers le bas. Donc, j'ai bien spécifié mon organisation de lecture entre ma logique verticale et ma logique horizontale. Bon, là, je l'ai fait un peu vite pour ne pas non plus rester bloqué sur cette séquence-là. Mais déjà là, vous le voyez, j'arrive quelque part. Alors bon, connaissant un peu le territoire, je m'assure quand même que j'ai bien la totalité des départements de la région, ce qui est le cas. La population, bon, par mesure de précaution, ça, je l'avais vérifié, on a bien le bon millésime de l'INSEE. La logique de population, les 0,14, 15, 64 et ainsi de suite, c'est bien. Il aurait pu aller me chercher les 0,3 en tant que tel, mais on va dire que c'est OK. La croissance-décroissance, très bien.
et j'ai bien ma synthèse. Alors même la synthèse, j'aurais pu lui préciser comme spécificité que j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus synthétique. Bon, mais en soi, vous le voyez déjà, si je compare entre ma question finalement assez standard qui m'amène, rien de péjoratif dans mon propos, mais une forme d'aperçu de style dictionnaire ou de style encyclopédique, et encore pas avec la même crédibilité, parce qu'il faut quand même toujours vérifier ce qui se cache derrière justement l'information. À l'inverse, de l'autre côté, là, je sens que je peux avoir des données. Alors, par mesure de précaution, je pourrais lui demander, par exemple, d'étayer, d'aller me chercher des sources ou d'être bien sûr de lui, etc., etc. Je peux prendre ChatGPT et puis, par exemple, lui demander cette fois une image. On va voir ce qu'il va nous produire. Vous voyez, donc là, je vais prendre carrément quelque chose de complètement différent. Idem, là, j'ai passé ma consigne. J'ai essayé de demander quand même un format spécifique, volet bande dessinée. La logique de webinaire, bon, moi je suis moyennement satisfait par ce qui sort parce que j'ai certes le format webinaire, tout le monde est derrière un écran, mais bon, on est quand même tous dans une salle, c'est pas tout à fait ça. Le cycle, 150 personnes, il a surtout retenu les images, enfin les nombres pour les mettre à certains endroits. L'intelligence artificielle est plus ou moins suggérée. Typiquement, ça, c'est le genre de choses où vous voyez, moi, à titre purement personnel, je ne suis pas hyper satisfait. Je trouve que ça mériterait d'être revu, d'être corrigé, mais on ne va pas forcément aller plus loin. Mais vous le voyez, là, je peux continuer. D'ailleurs, on me demande si cette conversation est utile. Donc, très concrètement, je peux aller encore un cran plus loin. Donc là, vous le voyez, on est vraiment sur des questions, si je reprends le volet textuel qui est quand même plus sympa. Si je me réfère au propos introductif, citation, parmi les deux citations que j'évoquais, on a quand même quelque chose de l'ordre de la créativité, parce que moi, ça me fait gagner du temps pour peut-être utiliser ça à d'autres fins. Ça ne reste qu'un outil. Ça n'a pas remplacé ma capacité de formulation, c'est-à-dire que de toute façon, j'étais conditionné par ce que je souhaitais demander. En d'autres termes, on n'a pas de mécanisation ou d'automatisation. L'IA, si je ne lui demande pas, elle ne fera pas. Bon, ça a quand même un côté un peu sympa. C'est vrai que ça fait gagner du temps. Il faut s'exercer à le faire, mais en tout cas, ça donne un bon premier niveau. Maintenant, il y a aussi ce que l'on peut faire avec Copilot. Alors, je vais vous partager mon écran. Thomas, idem, je te redemanderai si c'est fonctionnel dans un instant. Hop. Là, pour l'instant, on voit un tableau Excel. Eh bien, c'est parfait. C'était exactement ça que je souhaitais. Donc là, je suis allé chercher ni plus ni moins qu'une base de données publique avant notre webinaire du jour. C'est une base de l'INSEE. C'est une base de l'INSEE. Et puis, je suis allé chercher, en fait, très concrètement, les nuitées dans l'hôtellerie au niveau des Pays de la Loire. Alors, dans une logique mensuelle, ça me sort tout un tas de données que je pourrais essayer d'exploiter moi-même. J'imagine que je pourrais faire des sommes. Si je regarde bien, bah, j'ai ma logique des différents mois. La dernière extraction, j'imagine que le 09, ça doit être septembre. Donc, en fait, les données, elles sont remontées à l'INSEE jusqu'en septembre. Et puis, j'ai tout un tas d'années, etc., etc. Bon, j'ai des A et des P. Si moi, je commençais à essayer un peu de croiser ces données-là pour ceux qui pratiquent Excel assez régulièrement, bon, j'ai du chiffre, j'ai des espaces insécables, etc. Je vous passe les détails, mais en termes de traitement de données, ce n'est pas le truc le plus simple et ça demanderait un peu de nettoyer la base de données. Comme je vous le disais, donc, on a maintenant aussi des logiques d'intelligence artificielle intégrées à nos applicatifs classiques. Attention, ce n'est pas le cas, ce n'est pas généralisé. Là, j'ai une licence spécifique qui tourne aussi sur nos données propres. Elles ne sont pas communiquées à l'extérieur. Je reviendrai sur ces conditions d'utilisation dans un instant. Là, l'idée, c'était de faire des tests.
Donc, j'utilise Copilot, je vais le démarrer. J'imagine qu'il va me demander, ah bah parfait. Et donc, bon, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est de les visualiser. Donc, ce que je voudrais, c'est un graphique. Attendez, parce qu'il me semble que je l'avais. Hop, voilà, parfait. Donc, je vais lui demander un graphique avec le nombre de nuitées par mois. Et puis, parce que moi, j'aime bien me repérer par une logique un peu de courbe avec une moyenne glissante, de regarder ce que ça donne. Donc, on va lui demander ça. On va voir ce que ça va donner. Parfait. Donc, si je regarde bien, il me suggère, il a bien trouvé mes données, il m'a produit quelque chose. Il me dit qu'il a bien travaillé, que le graphique est créé. Entendu, je vais regarder ce que ça vaut. Donc, je vais l'ajouter à une nouvelle feuille. Eh bien, c'est parfait. Et donc là, vous le voyez, en fait, très concrètement, pour celles et ceux qui pratiquent un peu Excel, il a nettoyé la base de données. Le modèle d'intelligence artificielle a nettoyé la base de données, m'a créé derrière ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Et sur la base de ce tableau croisé dynamique, m'a sorti mon graphique. Bon, c'est très bien, ça va me permettre de repérer la dynamique, etc., etc. Là, je ne vais pas non plus aller jusqu'au point de lui demander des mises en forme conditionnelles, etc., etc. Mais voilà ce que ça peut générer. En d'autres termes, sur des outils bureautiques, eh ben, on va le voir, il y a une puissance d'appui, d'aide complémentaire qui n'est pas seulement l'équivalent de la recherche, une espèce de comparatif tout à l'heure entre moteur de recherche, moteur de production, qui joue autour de l'information, mais il y a aussi une forme d'assistance bureautique possible. Alors là, Excel, je l'ai pris volontairement parce que c'est celui qui, généralement, est quand même le plus marquant, parce que faire des TCD pour peu, enfin des tableaux croisés dynamiques, pour peu qu'il y ait un espace qui traîne quelque part, voilà, ça peut tout de suite un peu bloquer les choses. Là, vous le voyez, en fait, ça m'a pris 2 minutes à peu près pour générer quelque chose qui m'aurait nécessité avant de nettoyer ma base de données, de contrôler le tableau croisé dynamique avant de sortir. Donc, pour ceux et ceux qui pratiquent, c'est l'affaire de, je pense, 20-30 minutes. Néanmoins, ça reste une forme de temps gagné. Euh, Thomas, je vais te ressolliciter pour me confirmer que mon PowerPoint est à nouveau branché dans quelques instants. C'est bon. On voit la slide avec Work in Progress. Super, merci beaucoup. Bon, alors encore une fois, là c'était la partie on essaye, on découvre, on peut regarder un peu ce que ça donne. Attention quand même. Attention parce que utiliser une IA générative, prompter, ça peut être simple, ça demande de l'entraînement, mais il faut mettre un certain nombre. Alors attendez, moi la diapo n'a pas bougé. Hop, si c'est bon, c'est revenu. On était sur les billets. Ouais, c'est parfait. On va avoir un certain nombre de ce qu'on appelle des biais. Donc, comme son nom l'indique, ces biais, c'est des potentielles erreurs qui vont réduire la portée, la validité de ce qui sortira dans la manière de passer commande. Généralement, alors, vous en avez tout un tas en fonction des structures. On peut en avoir qui sont plus ou moins décomposées, comme par exemple le biais d'indexation. Mais en gros, on parle de biais algorithmique, biais cognitif, biais de confirmation, biais d'indexation, biais de sélection. Le biais algorithmique, c'est celui qui est le plus simple puisque c'est celui qui répond à côté. En gros, j'ai une machine en face de moi, elle veut absolument me répondre et l'algorithme s'oblige à répondre, alors même que le jeu de données n'est pas consolidé, ne marche pas. Du coup, la réponse va être fausse. À titre d'illustration, il n'y a pas très longtemps, moi, j'ai pu demander des données, par exemple, ou en tout cas mentionner un observatoire du logement. Eh bien, la machine m'a dit qu'il y avait un observatoire du logement. Ça n'existe pas en tant que tel. Le biais cognitif, c'est celui que moi j'introduis. J'y reviendrai. Le biais de confirmation, c'est à peu près la même logique, c'est-à-dire que finalement, en fonction de ce que je demande, la machine va forcément répondre quelque chose que j'attends de sa part. Le biais d'indexation, je les passe vite parce que l'important, c'est surtout de savoir comment on les corrige. Le biais d'indexation ou le biais de données, c'est finalement le fait que je vais demander quelque chose de tellement spécifique
que le jeu de données existant ou sur laquelle la machine fonctionne eh bien, est insuffisant et donc va me donner quelque chose de faux ou avec des rapprochements qui ne seront pas bons. C'est souvent ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu ce terme-là, d'hallucination. Et le biais de sélection, ça va à peu près dans le même sens. Donc le but du jeu, c'est quand même d'être extrêmement vigilant sur la manière dont on va passer l'ensemble de ces commandes pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'erreur. En gros, ça paraît assez logique. De la même manière qu'on ne fait pas de copier-coller de choses que l'on va chercher dans des moteurs de recherche, mais en fait, on ne fait pas de copier-coller standard de quelque chose que l'IA a généré. D'ailleurs, on dit bien que l'IA a généré. L'IA ne produit pas. C'est nous qui produisons. Donc, il faut être vigilant. L'IA générative n'est donc pas humaine. Je ne sais pas si ça vous a fait un effet bluff ou pas avec les exemples, en tout cas je le souhaite, que j'ai pu balayer il y a quelques instants. Toujours est-il que c'est quand même ma formulation qui a conditionné ce qui est ressorti. L'intelligence artificielle m'a généré quelque chose, mais la production qui en sort est quand même sous ma propre responsabilité. C'est-à-dire que de toute façon, je ne vais pas pouvoir me défausser en disant « Ah non, mais je ne me suis pas trompé, c'est l'IA qui a fait une erreur. » Non, l'IA est un modèle. Elle peut mimer des comportements, elle peut m'aider à exploiter des informations. Toujours est-il que c'est bien mon propre regard qui, à un moment donné, va devoir confronter l'ensemble des informations que j'aurais récupérées. À ce titre, c'est très important, parce qu'on pourrait avoir la tendance suivante, c'est-à-dire, bon, bah, je gagne du temps, vous voyez, avec l'exemple que je donnais avec du traitement quantitatif. Oui, toujours est-il que quand bien même j'aurais pu gagner 20-30 minutes sur la génération initiale, il va quand même falloir que je passe 5-10 minutes à m'assurer que tout est bien juste. L'IA peut se tromper. Elle reste dépendante de ce qu'on appelle la profondeur des données avec lesquelles elle peut justement faire tourner ses algorithmes. Les réponses peuvent être partielles. Vous avez vu, hein, ne serait-ce que la profondeur des réponses sur une forme de portrait démographique de la région Bourgogne-Franche-Comté n'est pas tout à fait de même nature en fonction moi-même de la profondeur de la question que je peux adresser. Et donc, on peut avoir ce qu'on a appelé les fameuses hallucinations. De la même manière, en fait, ça reste une interface numérique. Par principe, elle ne répondra jamais « je ne sais pas ». Elle va faire des approximations, ce qui va conduire à des biais. J'en ai évoqué un certain nombre, donc attention. Alors là, je mets un certain nombre de garde-fous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut surtout pas le faire. C'est un outil, ça serait dommage de s'en priver. Mais comme tout outil, comme toute logique de nouvelles technologies, il y a quand même vocation à, vous le voyez, c'est peut-être passé au travers mon discours initial, mais à douter et à contrôler de l'information qu'on donne. Si je fais le parallèle, fut un temps, il y avait des questions philosophiques autour de la portée et de la conformité des informations qui étaient présentes dans Wikipédia par rapport à ce que l'on avait dans des encyclopédies papier type encyclopédie universaliste. Maintenant, tout ça est rentré dans les mœurs. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas plus loin vis-à-vis de l'IA générative au regard des moteurs de recherche et ainsi de suite. Ça reste une forme de dynamique qui va d'ailleurs assez vite quand on compare justement l'état d'utilisation de ces moteurs-là au cours ne serait-ce que des 18 derniers mois. Alors, hop. Les principes de bonne conduite, parce que maintenant qu'on s'est un petit peu fait peur, d'abord on a regardé pour entre guillemets s'exercer, on s'est un petit peu fait peur sur justement l'inverse, mais alors, dans ce cas-là, c'est quoi la bonne dynamique? Au fond, où est le bon curseur? Bon, tout ça dépend de chacun un peu d'entre nous. Ce qu'on peut faire, c'est au moins se doter de rappels, principes, points de repère en matière de bonne conduite. Quand on traduit des textes, on vérifie assez naturellement que les textes que l'on va donner à la machine pour réaliser la traduction ne comprennent pas de données personnelles ou sensibles. On est quand même très largement maintenant sensibilisé au RGPD. Je ne reviens pas sur ces qualificatifs de personnel ou sensible, ce n'est pas l'objet. Néanmoins, on sait tous être vigilant à cela. En gros, on peut se poser une question simple, c'est est-ce que ce qui est présent dans le texte, si cela me concernait, j'aurais envie que ça tombe quelque part dans une espèce de
lacs géants d'informations qui pourraient être reprises. Les résumés de texte. Les résumés de texte, idem. À partir du moment où on a des données individuelles, des données sensibles, des données confidentielles d'une structure, on ne donne pas à une machine extérieure. Attention, je fais tout de suite un parallèle. Vous avez des IA maison, voire même des IA comme celle que j'utilisais tout à l'heure, Copilot, qui peuvent tourner exclusivement sur les jeux de données dont votre structure est propriétaire en soi. Quand on est dans ce cas de figure-là, pas de souci. Par contre, dès qu'on active ce qu'on appelle le mode web, par exemple Copilot que je vous présentais tout à l'heure dans Excel, eh bien, je peux très bien l'utiliser aussi sur l'équivalent d'un moteur de recherche, comme je l'ai fait avec Mistral, par exemple. Eh bien, là, il sera ouvert parce qu'il ira chercher des données extérieures. Donc, typiquement, là, il faut être vigilant. La génération de texte en tant que telle, attention, dès qu'on veut générer ce qu'on appelle du texte commercial avec une vocation particulière, idem, attention aux données. Attention aussi à ce que ça va générer vis-à-vis de l'image que l'employeur souhaite avoir. Si on est, j'en sais rien, je donne une illustration un peu bête et méchante, mais si on est sur une fonction d'accueil et qu'on veut faire sortir une image pour représenter la fonction d'accueil avec quelqu'un qui n'est pas content en recevant du public, ça ne renvoie pas forcément une bonne image. Donc, il faut être vigilant à ça. La recherche d'informations, toujours vérifiée. Ça va plus vite en matière de recherche, mais c'est bien quand même de contrôler ce qui est fait. La génération de code, attention à la propriété intellectuelle. On est à peu près sur les mêmes logiques sur la génération d'images et de vidéos, et ainsi de suite. Donc, vous le voyez, en fait, dans ces principes de bonne conduite, on couvre ce qui relève vraiment de la logique textuelle, mais aussi ce qui relève un peu de la mécanique pour le code, et puis des autres typologies de production, qu'elles soient d'ailleurs images ou vidéos, mais ça serait tout à fait similaire s'agissant du son. Hein. Vous avez des intelligences artificielles qui marchent à peu près de manière similaire à ce que l'on vient de voir pour générer de la musique. Générer des vers, vous pouvez aussi générer des paroles. Ça se rapproche de la logique de texte. Vous pouvez générer quelque chose qui n'a absolument aucune sensibilité. Vous pouvez demander à générer des canevas de coloriage. C'est assez amusant à faire par ailleurs. Et ça, pour le coup, ça reprend tous les principes de bonne conduite parce qu'il n'y a aucun souci là-dessus. On arrive peu ou prou au moment où justement l'idée est de vous laisser peut-être un peu réagir, poser les questions que vous souhaiterez. Je vais sortir de mon écran avant de réafficher provisoirement et avant de réouvrir la discussion tout à l'heure. Néanmoins, là, on peut se laisser, il est 16h23, quasi 24, on peut se laisser 1 ou 2 minutes et avec l'appui de Thomas, on va regarder le chat, enfin le fil de conversation Teams. Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer 1 ou 2 prompts et puis on peut les tester pour voir ce que ça donne en temps réel. Donc moi, je vais sortir là du support pour pouvoir aussi voir le fil de discussion avec Thomas et puis on peut procéder à ce test-là. Hop, je sors. N'hésitez pas. Ah, Donc là, vraiment, l'idée, c'est si vous aviez envie de tester, est-ce que toutes les IA génératives se valent? Alors ça, je vous propose de répondre aux questions après coup. Là, c'est vraiment si vous aviez l'IA devant vous, un moteur quel qu'il soit. Ah, ouais, quelle est la couleur cheval blanc de Napoléon? Bon, allez, pour la forme, pour l'instant, je la mets de côté. On va essayer d'en laisser venir plusieurs et puis on pourra faire le test. Alors, soyez créatif et inventif. on va en prendre un sur les radiateurs thermodynamiques parce que comme ça, c'est complètement hors d'un scope particulier. La projection des enfants placés au titre de l'ASE, on ne le prendra pas parce que il ira chercher les données de l'adresse, mais il ne fera pas de projection. Je peux vous le dire. Si vous voulez une rétrospective, pourquoi pas, mais celui-ci, je vous propose de ne pas le conserver.
Alors, on a un exemple sur les bons gestes à avoir en cas d'inondation. OK, ça, on peut effectivement faire. Il est 25. OK, bah écoutez, ce que je vous propose. Ah bah voilà, là on a rédigé un courrier administratif de refus destiné aux parents qui veulent que. Très bien. Bah écoutez, je vous propose qu'on fasse ça. Donc je vais prendre pour la forme expliquer les radiateurs thermodynamiques. Donc j'imagine que c'est expliquer le fonctionnement et ça effectivement ça peut être amusant parce que c'est un peu décalé. Donc on va prendre celui-ci. Et puis je vais prendre également le courrier administratif. Comme ça nous donne un objet de production. Ça peut être intéressant aussi à partager. Bon, s'il y en a d'autres qui viennent d'ici là, je regarderai. Je vais vous repartager mon écran déjà pour débuter. Alors, peux-tu m'expliquer comment fonctionne un radiateur thermodynamique? Je voudrais des détails, surtout sur les points techniques, plus que sur la philosophie générale du radiateur. Alors, je vous avouerai que ce n'est pas ma spécialité, les radiateurs thermodynamiques. Donc, je vous laisserai apprécier si le contenu est exact ou pas et suffisamment précis. Mais voilà, en tout cas, il a vraisemblablement pas trop de mal à nous produire cela. Les avantages, les inconvénients, bah ça, je ne l'ai même pas demandé, donc c'est presque du bonus. Alors, j'espère que la base de données qu'il est allé consulter pour vérifier les coûts est exacte sur son comparatif onéreux par rapport à d'autres. Bon, il n'est pas allé vérifier si c'était une dépense éligible au titre du règlement des aides de l'ANA dans le cadre éventuellement d'une démarche d'amélioration thermique, mais bon, on aurait pu peut-être lui demander. Mais voilà, en tout cas, ça nous donne une bonne réponse. On peut peut-être utiliser ChatGPT. Est-ce que ça a bien changé d'onglet de ton côté, Thomas, juste pour ma gouverne? Oui, tu Ok, es bien sur super. ChatGPT. Eh bien, alors, on va demander le courrier administratif de refus. Et je me permets peut-être de dire ce courrier doit tenir une page avec les formulations de politesse d'usage. Voilà, pour voir ce que ça donne. Allons-y. Je ne sais pas si ça appelle à quelque chose de proche de ce qui peut être produit s'agissant de qui a formulé cette demande. Toujours est-il que je pense que si on le transcrit dans un format Word, on va être assez proche d'un courrier sur une page. Les formules de politesse y sont. On a bien le début. Je pense qu'en contextualisant davantage, on pourrait presque encore le faire enrichir. Toujours est-il que, à peu de choses près, on voit bien, d'ailleurs vous le voyez, ça c'est plus un peu un tips bureautique, mais il nous laisse la possibilité derrière, si je le convertis, de faire du publipostage, donc de gagner aussi du temps derrière sur la reprise bureautique. Voilà, donc je ne sais pas si c'est assez correspondant à ce qui aurait pu être fait. Donc ça vient du rectorat de Dijon, donc c'est pas mal en retravaillant un minimum. Ça, c'est le commentaire, donc effectivement, Ah, bon, bah oui, donc c'est pas trop mal. Thomas, éventuellement, il est 16h30, on s'était dit 20-25 minutes d'échange, donc je ne sais pas si on suggère dans le chat, je ne vais peut-être pas sortir à chaque fois, mais si tu as identifié une commande en particulier, je peux reproduire l'exercice. On peut changer à nouveau et passer sous Mistral. On va ouvrir une nouvelle page. Alors moi, il y en a que j'aime bien, mais je ne sais pas si c'est vraiment
Pertinent, j'aime bien celle de Maxime Perrin, donc, parce que c'est la tâche de le faire à la place, enfin, comme quelqu'un. Donc, mais je sais pas si des fois ça peut être bloquant de faire comme telle personne. Donc, c'était expliquer l'intelligence artificielle générative avec le ton d'un dialogue d'Audiard. Ah, ça, on va questionner un peu plus la créativité, en tout cas, est-ce qu'il arrive à modeler Alors, quelque chose? est-ce que tu peux me le redire? Donc, explique dans le cadre d'un dialogue. Oui, c'est expliquer l'intelligence artificielle générative avec le ton d'un dialogue d'Audiard. Ah, avec le ton d'un Michel dialogue. Ok. Audiard. C'est ça? On est d'accord? Oui. J'avais jamais testé une telle formulation, mais je trouve que c'est pas mal. En tout cas, le début me semble être plutôt pas mal. C'est forcément décalé, mais Oui. en fait, il comprend la demande, il sait qui est Michel Audiard, a priori. euh, et ça m'a l'air quand même déjà pas si mal. Ouais, puis l'atterrissage je trouve, plutôt bien fait. Un mélange de science, d'art et de vision. Hmm. Et si t'es pas convaincu, ouais, bah oui, on va bien retrouver l'intentionnalité, en tout cas de la commande, quoi. Ok. Donc, je vais quitter cette dernière vague d'exemples, cette fois sous vos impulsions respectives, et je vous en remercie. Simplement, avant d'ouvrir le champ des questions-réponses, hop, je me dois de réafficher le support. Hop, pour vous rappeler donc les trois principes à bien retenir avant de pouvoir dialoguer et de répondre à vos questions. Il y en avait déjà un certain nombre tout à l'heure quand on a procédé à l'exercice commun. Trois principes essentiels. Ne pas soumettre d'informations confidentielles ou non disponibles publiquement. Ça tombe sous le sens, mais vraiment, je le redis, vous le voyez, les jeux d'informations sur lesquels nous nous sommes exercés cet après-midi étaient tous des jeux d'open data. À partir du moment où on évoque la production de quelque chose, on anonymise ou on demande une production neutre. C'est le cas de figure, par exemple, du courrier que vous avez sollicité. Vous avez vu, la machine ne m'a pas donné de nom particulier. Elle a mis nom de l'enfant entre crochets, école du secteur entre crochets. Toujours est-il qu'on est très vigilant à cela. Vérifier le produit de sortie, bah, vous avez vu, on a pris quelques secondes à chaque fois pour se dire ça correspond pas, et ainsi de suite. Donc ne jamais prendre, entre guillemets, pour argent comptant, ce qui va finir par être produit. Sur cette base-là, et sans se quitter, mais en ouvrant peut-être la dernière phase de notre webinaire, et je vous en remercie, je vous propose de passer à vos questions-réponses. Donc je sors du document. Oui. Alors, ce qu'on vous propose pour les questions, c'est de lever la main déjà dans un premier temps sur Teams. Donc, vous voyez en haut de votre fenêtre Teams une main. Voilà. Quand vous levez la main, moi, je vais pouvoir activer votre micro. Donc là, par exemple, pour Anne-Claire. Et à ce moment-là, vous pourrez cliquer sur votre micro pour l'activer de votre côté également. Et vous pouvez poser les questions en allumant votre caméra. Ça, c'est pas une obligation, d'accord? Mais c'est toujours plus sympa. Euh, Anne-Claire, c'est bon, je t'ai donné l'autorisation. Mais je prends les questions, voilà, les mains se lèvent et elles sont ordonnées. Soyez aussi clair et concis dans vos questions pour qu'on puisse en prendre le plus possible, bien entendu. Très bien, Anne-Claire, c'est à toi. super. Merci Thomas et merci Simon pour la présentation très intéressante. Question forcément orientée par ceux qui me connaissent. Est-ce qu'on a aujourd'hui une connaissance de l'empreinte environnementale et la production de génération de gaz à effet de serre de ces différentes requêtes? Est-ce que sur les différents outils qui existent, il y en a qui sont plus propres entre guillemets que d'autres? Voilà, puisque toute requête a quand même un impact et du coup, j'en profite aussi juste pour dire que du coup, l'art du prompt est d'autant plus important qu'une requête bien posée, ça évite un certain nombre d'autres requêtes et donc plus on est efficace, moins on a d'impact. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation très intéressante.
Merci à vous pour votre observation. Oui, c'est consommateur, mais en fait, c'est consommateur de données stockées. Donc, en d'autres termes, c'est finalement un applicatif sur d'autres vecteurs pour le coup, d'émissions de gaz à effet de serre, à savoir le stockage et l'ensemble des data centers. Pour autant, la mise au point de ces modèles a consommé des mégawatts-heure très conséquents sur l'entraînement des modèles, parce qu'on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'unités de traitement, donc vraiment de capacité de calcul, pour justement aboutir à ces éléments-là. Donc aujourd'hui, il ne me semble pas avoir vu passer dans la littérature et dans les analyses récentes de données chiffrées. On sait, par contre, qu'il faut pouvoir adosser aussi l'usage de ces éléments-là, je ne vais pas dire à une forme d'hygiène numérique, tout du moins en tout cas de l'adosser à une logique un peu d'usage responsable du numérique. Là-dedans, il y a évidemment les conditions et le cadre fixé par la loi Rennes autour justement aussi du numérique responsable. Ça fait partie des points, si je me permets de faire le corollaire avec la stratégie régionale de la donnée et de l'IA d'ailleurs, côté région Bourgogne-Franche-Comté, ça fait partie des points de corrélation, puisque de fait, il y a une démarche qui est engagée sur la question du numérique responsable, il y a une démarche qui est engagée sur le volet stratégie justement d'usage, et les deux ont vocation à converger. Donc vous donner des chiffres, c'est délicat. Vous dire que de toute évidence, il faut prendre la mesure de ces éléments-là, c'est une évidence. Merci Simon. Je laisse la parole à Merci. Fabienne. Merci. Fabienne, ton micro, tu peux l'activer pour poser ta question. Oh oui, bonjour, merci beaucoup. En Bonjour. fait, deux questions. La première concernant les données. Est-ce qu'on peut demander le nombre de sources qui ont été utilisées, leur fiabilité et finalement quel est le pourcentage des cycles les plus utilisés, par exemple? Ça, c'est une première question sur l'origine, la fiabilité des données. Deuxième question sur, j'ai vu Excel, là, ça va beaucoup plus. On peut aussi demander des cartographies. Voilà, c'est fini. Ok, alors je vais vous répondre dans le sens inverse. Cartographie, en gros, un truc du genre QGIS ou carte et données, donc sortir un peu en gros du SIG, du SIG, des cartes de cette Ouais. nature-là. Oui, dans l'absolu, c'est possible, pas avec Copilot. Après, cela dit, si jamais vous êtes un peu familière, via Power BI et les suites Powered de Microsoft avec Copilot, vous pouvez en fait sortir des fonds de cartes de l'ESA et derrière avoir une visualisation des données. C'est pas le truc le plus joli par rapport à ce que l'on peut faire en SIG, mais dans l'absolu, j'ai envie de vous répondre oui, mais. Voilà, donc ça c'est pour le côté. Par contre, oui, en termes de traitement quanti, pour un peu démystifier ça, si vous voulez, c'est comme si vous posiez la question sans avoir la connaissance des formules qui se cachent derrière, mais la machine le fera à votre place, quoi. C'est ça l'intérêt sous Excel. Sur la question des sources, c'est une très bonne question. En fait, il faut les comparer. Il faut les comparer. Vous en avez qui vous donnent des liens directement. Par exemple, dans la dernière version de ChatGPT, si vous demandez une question d'actualité, en lui demandant de préciser les sources, il va vous mettre des petites vignettes avec, par exemple, les sites d'actualité sur lesquels il est allé confirmer ou rechercher cette information. Vous en avez d'autres qui ne le font pas. Vous avez par exemple Copilot dans sa version web qui permet en fait d'avoir des liens hypertextes dans ce qu'il dit pour aller directement à la source, etc., etc. Est-ce qu'il y en a qui sont plus fiables que d'autres? Tout dépend un peu de la question. Pour l'instant, je n'ai pas vu de miracle spectaculaire d'un côté ou de l'autre. Évidemment, d'un point de vue de l'ergonomie et de l'usage, vous avez des différences. Maintenant, ça, est libre à chacun aussi de se faire un peu sa propre vérité, entre guillemets, dans les usages. Maintenant, typiquement, Mistral ou Perplexity, pour en donner un autre, fonctionne très, très, très bien. Merci. Guy, tu peux activer ton micro pour poser la question. Donc, ici, au conseil départemental, nous posons la question, mais elle s'adresse peut-être plus à la région. Est-ce qu'il existe une sorte de charte d'utilisation des IA, et notamment des IA génératives au niveau régional, sur laquelle on pourrait s'appuyer pour effectivement éviter les biais qui ont été évoqués?
Ou est-ce que ça ressort de notre propre initiative, en fait? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu collectif qui est pensé à un niveau plus large que notre seule collectivité? Alors, je me permets de répondre justement, mais parce que ce que vous évoquez là fait écho à la dimension stratégie régionale de la donnée et de l'intelligence artificielle, où il est prévu effectivement de pouvoir aussi produire un cadre de référence. Vous avez utilisé le terme de charte, on est à peu près aligné parce que ça reste un guide de bonne pratique. Est-ce que c'est suffisant pour donner une régulation complète? Est-ce que ça se travaille aussi en local? Tout dépend de l'impulsion de chacune des administrations. Vous avez des conseils départementaux qui y travaillent avec une vigilance particulière, par exemple s'agissant des données du social, parce qu'on le sait, dans les SIAS, dans les SI Action Sociale, c'est quelque chose d'assez sensible. Voilà, tout dépend, mais toujours est-il qu'il y a bien cette dimension-là. Je le dis par rapport au point introductif où je recontextualisais le cadre de ma propre intervention, mais où effectivement cette dynamique est à l'œuvre à l'échelle régionale. Stéphanie, ton micro peut s'activer et tu peux poser la question. Merci. Alors, j'ai un premier commentaire avant de poser ma question par rapport aux sources, pour indiquer que, en général, quand je fais des prompts pour des courriers, par exemple, j'ajoute dans le prompt que je souhaite que la réponse s'appuie sur la référence au texte juridique. Oui. Et en général, sans demander la source, ça permet du coup de dire, par exemple, à l'intérieur d'un courrier, conformément à l'article X du Code général des collectivités, plutôt que d'avoir conformément à la réglementation. Et du coup, ça permet de vérifier plus facilement. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, je l'ai testé 1 ou 2 fois, c'est plutôt pertinent. Donc voilà, c'était pour rebondir sur les sources. Et puis, ça m'amène à ma question. On parlait de copilote tout à l'heure. J'ai essayé d'utiliser plusieurs fois l'IA intégrée à Adobe Reader, qui permet notamment de faire des résumés de texte. Et franchement, quand on a un PDF de 200 pages et qu'il arrive à nous trouver des infos en quelques secondes ou à nous faire une synthèse, c'est quand même très rapide. Mais je m'interroge là aussi sur la fiabilité. Et là, pour le coup, autant si je demande un courrier, je peux mettre le prompt dans ChatGPT, puis le prompt dans Mistral et comparer les résultats. Si je demande à une IA intégrée à Adobe, je ne peux pas comparer ces résultats. Et c'est un peu plus compliqué pour vérifier la fiabilité. Est-ce que vous avez soit une astuce pour ça, ou est-ce que vous pensez que les IA intégrées sont peut-être plus fiables que les IA génératives, on va dire plus classiques? Alors, déjà, j'ai la même observation que vous et ce que vous avez partagé comme retour d'expérience en mettant un article du CGCT pour fonder l'assise d'un courrier X ou Y, ça fait exactement partie ou ça fait exactement écho à l'une des dimensions ou l'un des exemples de méthodes que je présentais tout à l'heure, où en gros, vous allez introduire une spécificité, c'est-à-dire un point particulier qui doit être absolument, si on veut le dire d'un point de vue mathématique, un invariant qui va être repris dans la production finale. Donc, de fait, en fait, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est pas la bonne méthode? J'ai surtout envie de dire que c'est exactement dans la suite logique des modalités de discussion avec ces fameux moteurs existants. Votre observation sur les IA intégrés versus les IA disponibles en ligne, ça, c'est aussi une question de maturité des applicatifs. Si je prends Copilot côté Microsoft, c'est en perpétuelle évolution. En gros, le Copilot d'aujourd'hui n'a pas grand-chose aussi d'un point de vue ergonomique. Il a tout à fait à voir avec le Copilot qui a été mis à disposition il y a quelque temps déjà. Par contre, les fonctionnalités, sa capacité de calcul et de croisement sont toujours enrichies. Moi, j'ai fait le même constat que vous sur les premiers temps d'usage. Maintenant, je me rends compte que les IA intégrées, plus on les utilise, plus elles sont entraînées avec nos propres modalités de recherche et plus ça devient fiable. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le degré de maturité quelque part de ce qui a été mis en place, que le degré ou la fréquence d'utilisation. Il y a quelque chose qui est assez frustrant. Parce que moi, je vous rejoins, vous passez 200 pages de PDF, ça sort les éléments, c'est quand même, ça fait un gain de temps non négligeable. Moi, mon astuce, je vais être tout à fait franc, c'est de revenir à des bonnes vieilles méthodes de contrôle recherche. Donc, j'ai mon texte,
j'ai ma synthèse, ça me sort les éléments. Après, j'utilise une bonne vieille fonctionnalité classique qu'on appelle le contrôle F. Et avec un certain nombre de termes de référence, je vais croiser les choses. Et je fais en fait une forme de contrôle aléatoire sur ce qui est sorti. Maintenant, je me rends compte que ce côté frustrant du doute ou de la recherche initiale qui n'est pas bonne, eh ben, elle s'amenuise à mesure que j'utilise de plus en plus fréquemment ce type d'outil dans la recherche synthétisée d'informations. Donc, il y a aussi la question de fréquence et pour le coup, d'entraînement des modèles dont on dispose. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Marie, le micro est accessible pour poser votre question. Marie? Oui, oui, j'avais une question beaucoup plus large. Je voulais savoir en fait comment est-ce que l'IA générative prenait en compte toutes les différences culturelles et les structures linguistiques à travers le monde en fait. C'est une vaste question et c'est un des problèmes de biais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les technologies, par exemple, de ChatGPT, en fait, c'est conçu avec une intentionnalité, somme toute, anglo-saxonne. Donc, typiquement, dans des recherches de droit, par exemple, vous allez avoir des correspondances qui sont plutôt liées à du droit anglo-saxon qu'à du droit européen, avec le biais, avec les erreurs adossées. De la même manière, en fait, on peut avoir ce que j'appelais les biais cognitifs, c'est-à-dire qu'au fond, on va avoir des formes de préjugés qui vont être intégrés dans la réponse formulée. Je vous donne une illustration, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais tout au début, quand vous utilisiez les premiers moteurs de génération de recherche, DALL-E par exemple, ou Midjourney, quand vous tapiez le mot médecin, eh bien, l'image, elle était mécaniquement genrée. C'était un homme avec une blouse blanche qui sortait. De la même manière, si vous tapiez infirmier, c'était genre féminine qui apparaissait, parce que c'était des images qui étaient genrées par principe. Maintenant, à force d'avoir entraîné ces éléments-là, on a ce biais cognitif qui a été réduit sur un certain nombre de productions, par exemple, notamment d'images. C'est notamment vrai sur le volet images. Peut-être que si vous avez regardé un peu de temps en temps, ça faisait pas la une, mais en tout cas, vous aviez de temps en temps un article dans les médias spécialisés, justement sur ces biais cognitifs et de préjugés qu'on pouvait avoir avec des images qui finalement n'étaient pas bonnes. Est-ce que j'ai la recette magique pour vous dire comment tout ça est construit et est-ce que tout est OK? Non, je ne l'ai pas, malheureusement. Je ne peux que convenir comme vous qu'on peut être je veux dire, en face de ce risque. Donc, est-ce que toute la linguistique et la richesse existante dans l'interprétation des mots est bien prise en compte? Non, de toute évidence, non. À titre purement personnel, allez-y, je vous en prie. Et du coup, je rebondis sur une deuxième question. Je vous en Est-ce prie. qu'on a vu par exemple qu'on pouvait avoir tout un phénomène de, par exemple, des trolls dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, je sais pas moi, une nation qui voudrait lancer des problématiques sur d'autres pays pourrait tout à fait biaiser en donnant à manger à l'IA générative, pourrait donner à manger des fausses informations justement? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Si, mais c'est déjà le cas. Je pas partie d'une instance de surveillance quelconque, donc je m'avance en disant ça. Néanmoins, je me renseigne, ça fait partie aussi de mon job et je lis tout ce qui se produit. Si vous regardez un peu certains avis de l'ANSSI, etc., en fait, ça existe déjà, ce que vous pointez. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut être extrêmement dubitatif ou ne pas l'utiliser? Non. Je reste quand même de l'avis que tout outil peut être détourné d'un usage positif. Pour autant, on peut en conserver la substantifique moelle qui nous sera utile à un instant T. Merci. Mais je vous en prie. Alors, c'est Julien, mais le groupe de Julien à Sens. Je ne sais pas qui veut poser la question. Le micro est activable. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, très bien. Donc, je suis Magali. Je n'ai jamais utilisé aucun applicatif d'IA. Donc, du coup, ce que j'ai quand même bien compris, j'avais une question, mais qui finalement c'est un peu répondu, puisque ma question, c'était qui alimente les données qui vont permettre à l'IA de s'entraîner finalement pour apporter une réponse quand on n'arrive pas à avoir une réponse significative et concluante lors de sa première demande. Et j'avais une deuxième question dans la foulée, c'est quand on fait 2 fois la même demande à un intervalle de temps court,
parce que j'ai compris que forcément, ça s'alimente et ça se complète. Est-ce qu'on peut être sûr d'avoir une reproductibilité de la réponse? Oui. Pardon, j'aurais dû circonstancier ma réponse. Par rapport à votre observation sur la reproductibilité de la demande, oui. Alors, oui, je vais mettre quand même un bémol. En fait, quand vous vous connectez à un applicatif, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, il y avait mes initiales qui traînaient sur l'applicatif. En gros, j'avais SL, Simon Lorcy, qui était en haut à gauche, là, qu'on soit sur Mistral ou qu'on soit d'ailleurs sur ChatGPT. En fait, c'est lié à moi, c'est lié à un compte, c'est lié à, quelque part, une volonté de ma part d'avoir créé quelque chose pour y avoir accès. En d'autres termes, le moteur en question, il a gardé en mémoire ce que je lui avais demandé. Donc, il s'entraîne sur des jeux de données externes, il s'entraîne aussi avec mes propres questions. Donc, peu importe, à partir du moment où je lui repose la même question dans 6 mois, il va me reproduire les mêmes éléments. À la limite, ce qui pourrait se produire, c'est qu'il me les circonstanciera davantage parce qu'en fait, je serais allé peut-être plus loin dans la manière d'utiliser les éléments. Il est possible. Allez-y, si vous voulez réagir. Oui, parce que du coup, je précise ma demande. Si 2 personnes font la même demande presque en même temps ou à quelques jours d'intervalle, est-ce qu'on va obtenir la même réponse? Parce que je comprends que du coup, il va refournir la même réponse parce qu'on l'a déjà donnée une première fois, donc il va réalimenter de la même manière. Mais c'est pas spécialement plus enrichi. Mais si 2 personnes font la même demande, là par exemple sur le courrier de refus, est-ce qu'on aurait la même réponse? Alors, si vous êtes absolument sur un copier-coller exact, mais j'ai même envie de dire à la majuscule ou à la virgule près dans la formulation, oui, il y a à peu près 99% de chances que ce soit le cas. Moi, j'ai pu le vérifier avec des membres de mon équipe qui formulent la même chose sur un même document. Franchement, ça se mesure à la virgule près. Ok, super. Merci. Je vous en prie. Alors, il n'y a pas d'autres mains levées. Alors, il y a des questions sur le support et le replay. Donc, en attendant que peut-être si d'autres... voilà, je vais autoriser Benoît à activer son micro. Mais il y aura un replay, bien sûr. Toutes les vidéoconférences font l'objet d'un replay. Et pour le support, je ne sais pas, Simon, s'il pourra être disponible. En tout cas, il est visible sur le replay, forcément. Mais pour moi, il est complètement diffusable, Thomas, à votre entière disposition. Et je ne suis pas. Il faudra que je te le transmette simplement dans une version peu consommatrice, donc numériquement responsable. Mais je peux m'en assurer à l'issue de cette webconférence. C'est parfait. Il sera transmis ou alors mis à disposition sur peut-être le site des pionniers de l'innovation. Benoît. Bonjour, moi je vais rebondir un peu sur les propos d'Anne-Claire au début, la première question est sur la partie responsable, on va dire, de l'IA. Moi j'ai une question assez simple, c'est l'IA est-elle éthique? C'est-à-dire est-ce qu'on est en capacité de savoir comment tout ça est produit et est-ce que ça respecte entre autres, les règles, par exemple, du droit du travail pour les personnes qui rentrent des données, où est-ce que ça se passe, qui est sollicité, voilà, bref, c'est le back-office de tout ça, quoi, et la partie humaine surtout. Alors je pense que vous avez un écho dans votre micro, Benoît. Si je peux me permettre de vous demander de le couper pour vous répondre, mais ce n'est pas du tout pour couper la parole. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Je pense qu'il n'y a plus d'écho. Alors, Benoît, votre question est très, très large. Si on prend la question de l'éthique au titre de qui produit la donnée, est-ce que c'est respectueux d'un certain nombre de règles, droit du travail, droit de l'homme et autres, ce n'est pas l'IA qui va être incriminée, c'est plutôt les structures dans lesquelles le cadre de production de l'information sur la base duquel le modèle d'IA lui-même tournera, qui officie en tant que responsable de cela. Donc j'imagine que ce n'était pas tout à fait ça l'angle d'attaque de votre question. Si je reprends maintenant plutôt une logique... Si, c'est plutôt ça en fait, c'est plutôt ça, c'est-à-dire c'est pas, évidemment, je me doute que c'est pas la machine en elle-même, mais c'est ou le système en elle-même, mais ce qu'il y a derrière. Comment c'est... Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, si vous voulez, la question que vous posez autour de est-ce que finalement les données sur lesquelles s'entraînent les modèles d'intelligence artificielle sont respectueuses des producteurs qui les ont quelque part déversées à un endroit, à un instant T, sur un serveur, un data lake ou que sais-je, c'est compliqué de vous répondre.
Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez des jeux de données, pour l'illustrer très simplement, qui ne sont ni plus ni moins que des avis TripAdvisor, des avis que l'on met sur plein de sites. Ça constitue, juste pour information, une source de données inqualifiable sur laquelle on peut avoir des éléments. Est-ce que ça, c'est respectueux d'un quelconque droit? Au fond, c'est fait sur un temps différent. Donc, au fond, c'est une source de données qui est complètement hors du scope. Toutes les données qui relèvent, par exemple, de jeux ouverts, des jeux de l'INSEE, des jeux d'open data publics, voire même des jeux d'entreprise. Vous en avez, fut un temps, pour ne citer une entreprise qu'on essaye de réguler depuis assez longtemps, Airbnb, ces jeux de données ont été, à un moment donné, partagés. Bien, toutes celles-ci, en fait, d'entreprises ou de structures, sont réglementées, ou en tout cas ont vocation à respecter un droit particulier. Maintenant, il y a la question c'est pour répondre sur le volet production de l'information. Ensuite, il y a le volet construction du modèle. Ce qui se cache derrière les LLM, ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu toute une vague de réglementation, à commencer d'abord par l'autre côté de l'Atlantique, et puis le volet IA Act en mai dernier, donc au niveau européen. Se place ensuite la troisième question, c'est est-ce que c'est éthique d'utiliser une IA? La question, elle est complexe. Si je respecte, on va dire, un certain nombre de dimensions qui sont d'ailleurs fondées avant même l'apparition de ces modèles-là, je pense notamment au RGPD, il n'y a pas de raison que je tombe sous un coup spécifique d'irrégularité. Par contre, vous avez raison, il faut être vigilant. Moi, je vais vous donner, ça peut paraître un peu naïf, mais à mon sens, par exemple, être trop directif avec une IA, je ne dis pas que c'est mal, parce qu'on parle à une machine, à quelque chose d'impersonnel, mais au fond, si déjà on s'emploie à parler comme on parlerait normalement, avec quelque chose peut-être du relationnel complet, eh bien, on aura aussi des réponses différentes. Ça reste une machine, je l'entends. Je crois-t-il que l'éthique, c'est finalement celle qu'on va lui donner dans le cadre des règles qui existent aujourd'hui. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu un moment de zone grise. Maintenant, on a le droit européen qui est fondé. On a des stratégies nationales qui commencent à être posées et ainsi de suite. Voilà, je sais que c'est une réponse en demi-teinte. Je vous prie de m'en excuser. C'est un sujet éminemment large qui mériterait presque un webinaire en soi. Il y avait une question de Stéphanie. Stéphanie, ton micro est toujours actif, donc tu peux l'activer. Merci. Oui, une dernière question sur le ton utilisé par le ton de la réponse. J'ai remarqué que sur ChatGPT, on l'a vu tout à l'heure dans le courrier, on a quand même une formulation très américaine, c'est-à-dire qu'on fait un courrier de refus, mais presque c'est nous qui nous excusons de ne pas avoir accepté le truc. C'est très bienveillant, très politiquement correct, etc. Moi, j'aime pas trop cette formulation-là. J'utilise plutôt Mistral pour les courriers, qui je trouve a une formulation plus administrative pour le coup. Est-ce que, alors je sais que sur le chat GPT conversationnel, on peut choisir le ton de la réponse. Exactement. Il y en a qui sont qui nous vous voient, d'autres qui sont plutôt sympas, je te tape sur l'épaule. Ouais, Est-ce que il y a soit carrément un utilitaire, une IA générative, ou un type de prompt caractéristique qu'on pourrait utiliser en tant qu'administration, fonction publique territoriale, pour avoir, on va dire, tout de suite quelque chose qui corresponde à une image de collectivité? Non, malheureusement, non. Je fais le même constat que vous sur les comparatifs, comme vous l'évoquez. Je trouve que Mistral a une tonalité plus classique au sens bureaucratique, au sens noble du terme. Il n'y a pas de mauvais propos dans ce que je suis en train d'évoquer. Je trouve que, par exemple, en tout cas mon expérience récente me fait dire que sous ChatGPT, quand on lui précise, comme vous l'évoquez, la tonalité, quand on lui donne un peu le cadre générique, on retrouve des choses qui ne sont pas effectivement plutôt l'aspect anglo-saxon, pour ne pas être caricatural, qui consiste d'abord à s'excuser avant d'agir, etc., etc. Bon, voilà, je pense que tout ça s'améliorera. Je constate aussi qu'à partir du moment où vous utilisez un module d'IA intégré à votre suite bureautique
donc sur vos propres jeux de données dans un espace sécurisé, en fait, c'est votre style qui finit par être utilisé. Donc, typiquement, il y a une forme de mimétisme avec l'aspect CGCT, le cas échéant, département, si vous êtes en département, et ainsi de suite. Voilà, donc je trouve que typiquement sur l'aspect rédactionnel, Mistral, par rapport à ce que vous dites, est plutôt un bon exemple. Perplexity peut bien marcher aussi. Sinon, je trouve qu'effectivement, Copilot est plutôt performant là-dessus. Mais ça reste, c'est pas objectivé, ce que je suis en train de vous dire. Ça reste un a priori d'utilisateur averti, certes, mais dont je vous fais part cet après-midi. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, il n'y a plus d'autres mains levées. Nous arrivons à la fin de cette visioconférence. Il y avait quelques questions. Alors, on ne va pas forcément avoir le temps de faire, mais il y avait une question, vous avez un peu répondu, mais c'est quelle est la meilleure IA? Alors, il n'y a pas de meilleure IA. Alors, peut-être c'est des questions Je serais gêné de meilleure IA répondre à pour ça, Thomas. commencer. Voilà, mais voilà, c'est compliqué. Mais tout à fait. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, en tout cas, c'est qu'on puisse s'arrêter là. Merci beaucoup, Simon. Merci aussi à la DTN avec qui on a été en lien. La DTN, c'est la délégation à la transformation numérique de la région Bourgogne-Franche-Comté qui a permis de contacter Simon et d'avoir justement cette visioconférence là. Donc, je remercie notamment Luc Le Torel. Et voilà, donc il y aura bien un replay. Alors le temps que je fasse un petit montage, des petites vignettes, c'est disponible. Ce sera disponible sur le site, la chaîne YouTube des pionniers et des pionnières de l'innovation publique. Si vous savez pas où c'est, vous allez sur le site des PIP, c'est réseaupip.fr, et vous avez tout en haut à droite un petit logo de YouTube et vous accéderez comme ça à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller. Il y a déjà des vidéos des années précédentes, notamment. Voilà, j'ai fini la publicité. Merci beaucoup, Simon. Thomas, je me permets également Oui. au passage de remercier mes confrères Oui. de TNP et d'Inlo, donc en présence de David Bessot et Audrey Morel, qui ont activement contribué à l'ensemble de ces travaux également. Tout à fait, et qui étaient là. Ouais. Oui, qui étaient là, j'ai cru les voir. Oui. Ils étaient un peu trop timides pour intervenir. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Merci à vous. beaucoup, Simon. À très bientôt. Aux prochaines visioconférences ou en physique pour les rencontres d'innovation publique. Bonne fin d'après-midi.